Bonjour men, nous vous présentons une nouvelle émission qui se focalise sur l'actualité des immigrés et des communautés hôtes. Georges Boudagu Makoko au micro. Voici les principaux titres. Élection du maire de Portland. Pius Ali, un immigré qui avait bougé la toile, a terminé troisième et a félicité Lily McDion. Nous irons dans la communauté pour en savoir plus. Je suis fier de nos compatriotes immigrés qui ont osé déposer leur candidature. La théorie en masse commise à Houston, notre correspondante nous fait le point. Les demandeurs d'asile nous parlent de leur début difficile à Maine. Le financement des organisations communautaires au Maine est souvent très difficile. Nous parlerons avec certains leaders de ces organisations dans cette émission. La musique vectrice de l'unité dans les communautés, telle est la vision de Papi Bongibo, qui s'investit à amener les musiciens, stars africaines, à performer dans le Maine. Les détails dans un instant. This program is sponsored by Maine Humanities Council, a statewide nonprofit that uses books, poetry, and big ideas to bring people together to discuss issues of importance. Maine Humanities Council offers facilitated discussion projects, speaker events, grant funding, and more. Maine Humanities Council would love to work with you to bring programming into your organization and your community. Please visit mainehumanities.org to learn more. Bonjour men, merci de nous prêter votre oreille attentive. La nuit de mardi le 7 n'a pas été bonne pour toute une communauté qui s'est assemblée à Gateway Community Center pour célébrer les résultats des élections municipales au Maine. Les résultats le plus attendu, qui serait le maire de succéda Kate Schneider au City Hall de Portland. 6 candidats pour la position, mais une figure des immigrants, Pius Ali, a fait bouger la toile. Lui-même se voyait faire l'histoire en devenant le premier maire venu des immigrants africains et aussi musulmans pratiquants. Après le comptage de résultats, Pius a été classé 3e, après Andrew Zero, 2e, et McDion qui a été élu maire de la cité de Portland. Pius Ali a félicité McDion et a appelé la communauté immigrante à continuer à s'engager dans le processus électoral et politique. Pius déclare qu'il continuera à s'engager dans le service public. La communauté des nouveaux Américains amène a réagi sur le résultat des élections. Mardoché Bongui est un des leaders de la communauté des immigrants dans le Maine et pour lui, c'est une note positive. Je suis fier de nos compatriotes immigrés qui ont osé déposer leur candidature, notamment Pius Ali, qui a obtenu vraiment un soutien majoritaire de la communauté immigrante au sens large du terme, mais pas seulement les immigrants, même aussi les Mainers, les Old Mainers. Ce qui est important, c'est qu'il n'a pas échoué. Ça veut dire que c'est un essai qui vaut son pesant d'or et à la prochaine échéance, nous espérons que les gens auront compris les détails de sa vision et cette fois-là, les voter majoritairement. C'est une victoire parce que ça inspire les enfants des immigrés qui comprennent à partir de cet exemple que nous sommes acceptés, nous pouvons oser et nous pouvons réussir. Moi, je pense que c'est une note positive pour nous. C'est le symbole de la résilience, le symbole du courage, de la détermination et le sens profond de l'espérance. Mais quel est votre avis, surtout sur les membres de la communauté qui ne se présentent pas souvent aux urnes et souvent qui ne they don't care, ils ne savent même pas ce qui se passe. Quel est votre avis ou votre message à la communauté? Oui, moi, en tant que leader communautaire, je me dis que la tâche et la responsabilité nous revient
à pouvoir être activement sensibilisateur pour expliquer le bien fondé de prendre part aux échéances électorales, parce qu'une voix peut faire la différence et chaque voix compte. C'est une responsabilité partagée. En même temps, c'est une culture qui doit vraiment être bien expliquée, parce que pour la plupart des cas, les immigrants sont venus de différentes réalités. D'autres sont réfugiés, d'autres sont demandeurs d'asile et consorts. Et donc la question politique, la question des élections constituait une histoire luxueuse d'une certaine catégorie de personnes. Mais ici, ils comprennent que la loi protège tout le monde et la loi veut que tout le monde participe. Et donc, de leur faire comprendre que vous avez intérêt, qu'au moment où vous êtes éligible, vous êtes qualifié, vous avez un rôle à jouer. Ça sera vraiment une responsabilité des leaders communautaires et des membres de la communauté pour sensibiliser. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas fait assez. Il nous revient la responsabilité de faire mieux. Jeunes et âgés, certains avec bicyclette, vêtus pour le froid d'hiver, parlant en différentes langues, quelques mots de lingala et français. Ces demandeurs d'asile ont accepté de nous parler dans le centre-ville de Portland, Maine. L'un d'entre eux venait d'arriver au Maine il y a une journée. Tous déclarent un début difficile à Maine. Nous allons écouter certains de ces demandeurs d'asile. C'est très difficile, hein? C'est très difficile. Comment ça? Le problème, c'est quoi? Nous vivons là-bas, à l'église. Nous avons arrivé, ça fait hier. Les conditions, ce n'est pas bien. Pour le moment, il y a beaucoup de froid, il arrive. On n'a pas de solution. On a besoin pour les aider. Non, même la maison, oui, j'ai besoin de la maison pour rétablir ma vie, quoi. J'avais arrivé ici, je n'ai pas l'espace pour faire une petite nuit. Mentalement, c'est ça. Comment est-ce que vous trouvez la cité de Portland, la ville, tout ça? Non, la ville est très jolie, elle est très bonne même. Et vous avez l'espoir de la maison, ou bien vous ne savez même pas comment ça va se passer? Bon, pour le moment, je suis avec l'espoir, parce que je suis l'enfant de Dieu. Je pense que toujours à Dieu. J'espère qu'il y a un moment que je vais trouver tout normal. Mais pour le moment, je passe des moments trop difficiles dans ma vie. Oui, j'ai arrivé, je n'ai pas le site pour faire comme moi je pense dans ma vie, mais ce n'est pas... c'est très différent pour le moment. Mais c'est la vie des hommes, ça passe toujours comme ça. Ouais. Je voulais juste te demander ça. Tu connais l'Amérique dans les films. Maintenant, tu es en Amérique. Comment tu vois la différence? Non, c'est trop joli, très joyeux. Parce que dans ma enfance, quand j'étais enfant, j'avais vu beaucoup de films des Américains. Mais pour le moment, je suis ici même, dans l'Amérique. Oui. Mais sans maison. Sans maison. Alors comment tu ça? Non, j'ai arrivé maintenant, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, quoi. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des solutions, parce que ici c'est l'Amérique. Oui, c'est la grande puissance du monde. Je sais qu'ici c'est l'Amérique. Oui, je suis avec l'espoir que ça sera même bien. L'espoir est bien. Oui, je suis avec l'espoir. Et vous-même? Ouais. On sait que le début est toujours difficile. Ah oui. Avec le temps, nous allons améliorer. Mais nous vivons dans une église. Vous savez que dans une église, nous avons pas la liberté. Ah oui. Peut-être vous voulez dormir, mais on vous accorde parfois 5 heures. Vous dormez 5 heures, il faut accorder pour faire les prières. C'est ça qui montre que la liberté n'est pas bien. Mais si dans votre maison, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Et vous êtes arrivé quand? Ouais, toi qui déjà 2 mois. 2 mois. 2 mois. Sa maison. Dieu, c'est Dieu qui connaît. Moi, je ne peux pas dire comme ça, comme je sais les jours
Dieu va faire le miracle. Mais tout va bien, tout va bien. Les débuts toujours comme ça. Vous arrivez dans un pays où vous n'avez pas les familles, mais tout va passer. Ça ne doit pas être facile. Et comment est-ce que vous mangez donc, pour les activités quotidiennes? Non, nous aussi, à l'église, au moins si quelqu'un se trouve de manger, il amène, vous mangez ensemble, sans discussion. Comme des frères. C'est comme des frères, oui. Et avec 2 mois, donc il faut que vous fassiez encore un pas pour avoir les papiers, d'accord? Où est-ce que vous en êtes avec l'histoire de remplir les papiers pour s'installer d'une manière légale? Nous avons déjà introduit des papiers, nous avons rempli des papiers. Bon, comme nous avons informé qu'après 150 jours, on va commencer à remettre les documents, permis de travail. Les gens qui ont sorti de détention avec les jugements, ils sont directs de 150 jours. Nous qui ont sorti sans jugement, c'est 180 jours. Après 180 jours, vous avez les documents. Vous pouvez faire ce que vous voulez. À travers les documents, vous pouvez arranger la maison. Vous êtes même capable de faire ce que vous voulez. Mais sans document, vous êtes limité. Sans document, on est limité. Et si on vous dirait de faire une requête ou un plaidoyer, que direz-vous? Non, pour le moment, moi, j'ai besoin d'un avocat pour m'aider, pour me processer. C'est ça. Il y a un phénomène ici des fraudeurs, des gens qui prétendent à aider les gens pour les dossiers d'immigration, alors que ce sont des fraudeurs. On sait que les groupes, on a organisé type communauté congolaise, on a d'aider des personnes sans l'argent. Vous allez là-bas, vous donnez vos dossiers, vos informations, ils vous aident gratuitement sans l'argent. Ah, c'est bien, c'est juste une... Il y a d'aider des personnes sans avoir donné l'argent. C'est gratuit. C'est juste un avertissement parce qu'il y a des gens qui s'opposent comme s'ils peuvent vous aider. Et puis, vous tombez dans l'histoire d'un fraudeur. Et vous payez souvent, on vous demande de payer. Ça va être vite, on va faire ça vite. Et vous tombez dans l'erreur là. C'est une erreur. Donc, il faut aller dans les voies qui sont légales, les gens qui peuvent aider gratuitement. Parce que vous n'avez même pas l'argent à dépenser dans cette histoire-là. D'accord? Ok. Je voulais demander si vous avez les familles restées derrière. C'est difficile pour appeler la famille. Pour appeler la famille, il faut avoir des unités, il faut acheter. Alors, lorsque vous ne travaillez pas, comment vous allez acheter les unités? Les crédits, d'ici 1 mois, quand le crédit termine, il faut acheter $20 ou $19. Oui, les femmes, Qui a la femme? J'ai les femmes, je me suis marié. Ah, des enfants? J'ai une fille. Bon, merci les frères. Merci. Le financement des organisations communautaires humaines est très difficile, surtout avec la compétition des demandes. Les leaders communautaires disent que souvent, ils ne reçoivent que des miettes, alors que les grands financements sont accumulés par des organisations de grande renommée. Ceci rend leurs opérations et stabilité difficiles. Nous allons écouter Mardoché Bongui de Cocomen. Le besoin pressant ici à Cocomen, c'est l'argent. On a besoin de l'argent. Nous avons besoin de funds for 3 positions. Donc, on doit avoir full-time, 1 full-time et puis 2 part-time employees à Cocomen pour maintenir nos projets, comme par exemple les master hearing via WebEx et tout le reste des services que nous avons installés ici. Les asylum clinic, les work permit clinic, donc les administrative support, parce que ça c'est un programme qui englobe tout. Donc Cocomen a besoin de fonds pour ça. Et nous avons aussi besoin de fonds pour des capacity building en termes d'infrastructure. Nous permettre d'avoir les équipements qui sont adaptés à la nature du travail que nous faisons.
Wow. Mais jusque-là, comment est-ce que vous opérez? Parce que les organisations ici et là, elles disent qu'ils sont en train d'aider les gens. Mais souvent, je me demande comment ça descend jusqu'à l'organisation même. Oui, maintenant, nous, c'est-à-dire que nous sommes en train de financer les opérations des Cocomènes avec l'argent de nos poches, ce qui est très dangereux parce qu'on ne saura pas tenir longtemps. Ouais. Wow. On ne saura pas tenir longtemps. Ça nous fait déjà une année depuis qu'on est dans cet exercice et c'est essoufflant. Alors, nous n'avons pas accédé à des financements de certaines organisations parce que on n'avait pas de contact direct avec ces organisations et ça passe par des fiscal sponsors comme le fiscal sponsor le plus connu ici pour nos organisations ici. Vous les connaissez, c'est Merck. Maintenant, nous ne connaissons pas bien vraiment la politique de Merck et comment elle fonctionne. Merck est parfois aussi concurrent. Elle cherche des projets et elle veut vous impliquer dans le projet pour que vous travaillez comme consultant. Or, nous, en tant que non-profit organization, on ne peut pas être consultant dans des projets des autres. Hein. Ça ne nous permet pas de nous accroître. Donc, nous devons avoir nos projets autonomes et nos projets sont là. Maintenant, les contacts directs avec des founders, nous n'en avions pas. C'est maintenant qu'on commence à établir des contacts avec, par exemple, OPHI et avec d'autres organes. DHHS, ce sont des contacts qu'on a commencé, mais vous savez, il faut établir une confiance dans le temps pour arriver à attirer même les main housing. Nous commençons à peine à attirer leur attention. Main Initiative, c'est la première organisation qui a pu nous financer directement, dont le fonds ne nous est pas encore parvenu, qui est même déposé sur notre fiscal sponsor, la Merck. Et c'est ça, en fait. Donc, nous avons un sérieux problème de fundraise. Alors, comme on a trouvé le système de ceux qui géraient l'organisation avant, c'était dépendre des fiscal sponsors, de développer ou soit d'avoir les informations sur le besoin des DHHS, comme ça, ils pouvaient les appeler pour dire, bon, voilà, il y a une telle consultance, allez-y les faire, voici les fonds. Nous avons maintenant créé des services et des programmes permanents. Nous devons trouver maintenant des partenaires qui peuvent croire à nos programmes et services vu leur impact qui est non négligeable et commencer à financer ça pour pérenniser ça, que ce soit long-term, sustainable. Ça doit être très difficile. Ce qui est difficile, c'est quand vous n'avez pas des interlocuteurs, des gens avec qui vous pouvez vous adresser, c'est ça. Mais comme nous commençons à parler, comme par exemple avec vous, nous sommes en train de parler, vous dites, oh, j'ai une information, Main Community Foundation est en train de fundraise et cherche des opportunités de financer des organisations. À ce moment-là, nous sautons sur l'occasion, on prend les contacts, vous nous introduisez et on commence à parler avec eux. Ils apprennent quand même à connaître nos programmes, nos besoins. À ce moment-là, ils sauront si ça s'aligne avec leur vision, avec les fonds qu'ils ont, est-ce qu'ils peuvent nous disposer un fonds. Dans une grande inquiétude, certains membres de la communauté de Lewiston disent qu'ils sont effrayés même de parler sur ce qui s'est passé. C'était vraiment un moment très stressant parce que j'étais à mon lieu de service au centre de distribution de Walmart. On travaillait sans savoir ce qui se passait à l'extérieur jusqu'à ce que nous avons vu les gens de la sécurité, les autres personnes courir dans les entrepôts. On nous a demandé d'arrêter de travailler parce qu'il y avait un homme qui est en train d'abattre les gens à l'extérieur. Il avait défoncé la grille de sécurité et nous étions tous dans les entrepôts, on était tous enfermés là. Durant plus de 30 minutes, on attendait l'arrivée de la police qui est arrivée 30 minutes après pour sécuriser les lieux, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de personnes armées à l'intérieur et jusqu'à ce que
Ils nous ont mis en confiance, ils nous ont emmenés dans une salle pour nous mettre en confiance. Ils nous ont rassuré que tout se passait très bien. Ils avaient quadrillé toute la zone et par la suite, ils nous ont autorisé à appeler nos familles pour leur rassurer. Et ils ont mis des dispositifs de sécurité pour nous aider aussi à rentrer chez nous. Nous avons passé 3 jours sans travailler. Et quand nous sommes revenus pour le 3e jour, la compagnie avait invité des spécialistes, des psychologues qui sont arrivés pour nous entretenir, pour prendre de nos informations, connaître notre état d'esprit, nous donner des conseils, nous orienter, s'assurer qu'émotionnellement, tout se passait très bien. Et ça a été un soutien et un réconfort très, très élevé. Et nous sommes très reconnaissants pour le service de la sécurité, de la police et toutes ces personnes qui nous ont mis en confiance parce que c'était une situation vraiment très stressante, mais qui s'est très bien passée. Et actuellement, nous continuons la vie ainsi et nous avons tiré beaucoup de leçons de cela. Propos recueillis par notre correspondante à Houston, Evelyne Louyelo. La musique vectrice de l'unité dans les communautés est la vision de Papy Bongibo, autrefois président de Cocomen. Il s'investit actuellement à amener les musiciens stars africaines à performer dans le Maine. Papy Bongibo nous parle de cette unique vision. Je pense que c'est utile parce que ça représente la culture, parce qu'on ne voit pas la musique seulement à cause la vue que vous avez pour les gens sont en train de danser devant, mais ça représente notre culture. Tu vois, et comme j'ai dit ici auparavant, que ça amène tout le monde, parce que tous ces gens qui viennent voir les shows ne sont pas d'un seul pays. Il y a différentes communautés. Et à chaque fois, chaque communauté est représentée. Nous tous, en tant qu'immigrants, nous sommes fiers parce que vous voyez, vous êtes loin ici et vous voyez, il y a une communauté africaine qui est représentée. C'est la raison pour laquelle les gens sortent pour aller supporter. Donc c'est là, même si les Blancs venaient en Afrique et il y avait un Blanc qui allait jouer. Donc c'est un peu ça. Et on top of that, c'est la fierté, tu vois, notre culture représentée ici, dans un grand État comme cet État. Et vous êtes fiers d'avoir votre artiste performer quelque part dans une salle où il n'y avait que les Blancs qui jouaient. Donc je pense que c'est ça la raison capitale. Donc nous sommes fiers quand on est représenté comme ça. Parce que ces gens-là amènent le flambeau du pays. Ces gens-là viennent ici pour montrer un peu que voilà, ces gens ne tombent pas du ciel, ils viennent de quelque part. Et voilà, ça c'est une partie de notre culture. Voilà, donc c'est un peu ça. Je suis en train de voir la musique là aussi dans l'angle des relations des pays. Souvent, les relations sont déchirées. Et quand la musique arrive ici, vous pensez que ça peut amener les gens à l'unanimité de coopérer et tout ça? Exactement, parce que la raison en est que si vous avez fait le tour de la salle, vous allez voir que les gens étaient ensemble. Nous avions eu des Burundais, des Rwandais, des Soudanais, et tout le monde était dans la salle. Sans parti pris, pas de politique, tout ça. Comme on dit toujours, nous sommes des frères et des sœurs. La guerre, ça ne sert à rien. Il faut toujours qu'on se mette ensemble, on mette sur une même table pour en parler. Et quand vous faites des choses pareilles, c'est ce qui fait en sorte que tout le monde se retrouve, tu vois. Il y a des fois, c'est difficile d'aller dans les maisons de gens. C'est très difficile parce que tu n'es pas bien avec tout le monde. Mais dans des événements pareils, tu peux retrouver les gens que tu ne connais même pas. Mais ils ont entendu parler, ils sont venus. Ils sont venus non parce qu'ils sont de tel ou tel pays. Premièrement, parce qu'ils savent qu'ils sont africains. Et je crois que c'est important. La musique spécialement, la culture, ça unit partout au monde. Tu vois, hormis la politique, hormis les divergences, la culture a une force, comme je dirais, une puissance qui est imaginable, puisque ça unit les gens dans certains secteurs, ou dans certains secteurs, les gens peuvent être divisés. Donc c'est ça. Bien. Merci, Papy. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce journal et nous vous remercions sincèrement
de nous avoir prêté une oreille attentive. Avez-vous une histoire pertinente dans la communauté? Appelez-nous ou envoyez-nous un message à amjamboafrica@gmail.com. Georges Boudagu Makoko au micro. Je vous invite à la prochaine émission. Prenez soin de vous-même. Ciao.